6 plantes qui purifient naturellement l'air de votre maison. Il y a quelque chose d'étrange dans le fait que nous passons la quasi-totalité de notre vie à l'intérieur, et pourtant, nous prêtons rarement attention à la qualité de l'air que nous respirons chez nous. Nous ouvrons les fenêtres quand il fait beau, nous passons l'aspirateur quand le sol est visible, nous nettoyons les surfaces quand elles paraissent sales. Mais l'air lui-même, invisible, silencieux, présent à chaque inspiration, reste souvent négligé. Et ce silence peut être trompeur, parce que l'air intérieur peut contenir des substances qui s'accumulent au fil du temps, invisibles à l'œil, inodores dans de nombreux cas, et pourtant bien présentes. Ce qui est remarquable, c'est qu'il existe une réponse naturelle, accessible, et même agréable à regarder. Les plantes. Non pas comme simple décoration, non pas comme tendance passagère, mais comme partenaires actifs dans la qualité de votre espace. Des recherches ont mis en évidence la capacité de certaines espèces végétales à absorber des composés présents dans l'air intérieur, à produire de l'oxygène, à réguler l'humidité ambiante. Choisir les bonnes plantes, les placer intelligemment, en prendre soin avec quelques gestes simples, tout cela forme une pratique qui améliore réellement le lieu où vous vivez. Dans cette vidéo, je vais vous présenter des gestes concrets liés à 11 plantes différentes. Pas de discours compliqués, pas de jargon scientifique inutile. Des habitudes pratiques, des observations du quotidien, et une façon de repenser votre intérieur à travers ce que la nature peut vous offrir. Commençons. Geste 1. Placez une plante près des fenêtres exposées à l'est ou à l'ouest. Le premier geste est aussi simple qu'il est fondamental, observez la lumière qui entre chez vous et choisir vos plantes en fonction d'elle. Ce n'est pas une question d'esthétique, c'est une question de survie végétale. Une plante qui reçoit trop de lumière directe brûle ses feuilles. Une plante qui manque de lumière s'étire vers la source disponible, perd sa vigueur, finit par jaunir et mourir lentement. Les fenêtres orientées à l'est reçoivent la lumière douce du matin. Ce soleil levant n'est pas agressif. Il illumine progressivement, sans brûler. C'est un environnement idéal pour des plantes comme les fougères, les bégonias, ou les plantes à feuillage délicat. Les fenêtres orientées à l'ouest offrent la lumière de l'après-midi, plus chaude, mais filtrée par la position basse du soleil en fin de journée. On y installe bien des poteaux, des philodendrons, ou des sansevieres. Les fenêtres du sud reçoivent la pleine lumière, parfois intense, adaptée aux cactés, aux plantes grasses, aux arbres fruitiers d'intérieur. Ce geste initial, observer et choisir en conscience, évite la frustration de voir une plante dépérir sans comprendre pourquoi. Il transforme l'installation d'une plante en acte réfléchi plutôt qu'en impulsion. Et quand une plante pousse bien, quand ses feuilles sont denses et vertes, quand elle produit de nouvelles pousses, elle remplit pleinement son rôle. Elle respire, elle purifie, elle contribue à l'atmosphère de la pièce d'une manière visible et mesurable. Prenez un moment ce soir pour observer où tombe la lumière dans chaque pièce. Notez mentalement les zones lumineuses, les coins d'ombre, les endroits où la lumière reste constante toute la journée. Ce sera votre carte pour choisir et positionner vos plantes avec précision. Un autre aspect souvent négligé est la distance entre la plante et la source de lumière. Une plante placée à 1 mètre d'une fenêtre reçoit une fraction seulement de la luminosité disponible. En s'éloignant de la fenêtre, l'intensité lumineuse diminue rapidement. Si vous constatez qu'une plante s'étire anormalement vers la lumière, qu'elle produit de petites feuilles espacées sur une tige allongée, c'est qu'elle manque de lumière et cherche à maximiser sa surface d'absorption. Rapprochez-la de la fenêtre, ou changez de pièce si la luminosité globale est insuffisante. Ce simple déplacement peut transformer l'état d'une plante en quelques semaines. Geste 2. Arroser selon la saison, pas selon le calendrier. Beaucoup de gens perdent leurs plantes non pas par manque d'attention, mais par excès de zèle. L'arrosage trop fréquent est la première cause de mort des plantes d'intérieur. Les racines suffoquent dans un sol constamment détrempé, les champignons s'installent, et la plante démontre son agonie par des feuilles jaunes qui tombent une à une. Un phénomène que l'on confond souvent avec un manque d'eau, ce qui conduit à arroser encore davantage, aggravant le problème au lieu de le résoudre. La règle de base est simple, arroser lorsque le sol est sec sur quelques centimètres en surface. Pas avant. Vous testez facilement en enfonçant votre doigt dans la terre jusqu'à la première phalange. Si la terre est encore fraîche et humide, attendez. Si elle est sèche, c'est le moment d'arroser. Ce test vaut mieux que n'importe quel calendrier rigide. En été,
La chaleur accélère l'évaporation, les plantes consomment davantage d'eau, et l'arrosage peut être plus fréquent. En hiver, même les plantes tropicales ralentissent leur croissance. Leurs besoins en eau diminuent considérablement. Un arrosage 2 fois moins fréquent qu'en été est souvent suffisant, parfois même généreux. Adapter ces gestes à la saison plutôt qu'à une habitude mécanique est ce qui différencie les personnes qui maintiennent des plantes en excellente santé de celles qui les voient dépérir régulièrement. La qualité de l'eau compte aussi. L'eau très calcaire laisse des dépôts blancs sur la terre et sur les feuilles. Laisser l'eau reposer une nuit dans un arrosoir ouvert permet au chlore de s'évaporer et à la température de se stabiliser. Ce petit geste supplémentaire est imperceptible dans le quotidien, mais les plantes le sentent. Une pratique très efficace pour les plantes tropicales est l'arrosage par le bas. Au lieu de verser l'eau sur le sol, vous placez le pot dans une soucoupe remplie d'eau pendant 20 à 30 minutes. Les racines absorbent l'eau dont elles ont besoin par les trous de drainage, de façon uniforme et naturelle. Ce système évite de mouiller les feuilles, prévient les pourritures du collet, et assure une hydratation homogène de toute la motte. Après le trempage, videz la soucoupe pour éviter que les racines trempent indéfiniment. C'est une méthode légèrement plus lente que l'arrosage classique, mais les résultats sur la vigueur des plantes sont notables. Geste 3. Essuyez les feuilles larges pour qu'elles respirent mieux. Les plantes à grandes feuilles, les ficus, les monstras, les caoutchoucs, les dracænas accumulent de la poussière sur leur surface. Cette couche fine, invisible au premier regard, réduit leur capacité à absorber la lumière et à réaliser leur travail de photosynthèse. Une feuille poussiéreuse travaille à moitié de ses capacités. Et si l'un des rôles que vous attendez de vos plantes est de contribuer à la qualité de l'air intérieur, une plante affaiblie sera beaucoup moins efficace. Le geste est simple, prenez un chiffon doux, légèrement humide, et essuyez chaque feuille une à une, dessus et dessous. Pas besoin de produits chimiques, pas besoin d'huile ou de spray brillant vendus en jardinerie. De l'eau tiède suffit amplement. Ce nettoyage mensuel ou toutes les 2 semaines si vous vivez dans un environnement urbain où la poussière s'accumule vite redonne aux feuilles leur couleur vive, leur brillance naturelle, et leur capacité pleine à travailler. C'est aussi un moment d'observation. En passant vos mains sur chaque feuille, vous remarquerez rapidement si quelque chose ne va pas, des taches brunes sur le bord indiquent un manque d'humidité ou un arrosage excessif, des points blancs ou des toiles fines signalent la présence d'acariens, des feuilles qui jaunissent par le bas sont souvent un signe de surhydratation. Ce contact régulier avec vos plantes transforme l'entretien en diagnostic précoce. Vous intervenez avant que le problème ne soit grave, avant que la plante ne soit vraiment affaiblie. Il est également utile de nettoyer les plantes qui ont de nombreuses petites feuilles, comme les fougères ou les herbes aromatiques en les passant doucement sous un jet d'eau tiède dans l'évier ou dans la douche. 1 fois par mois, cela suffit. Cette douche végétale élimine la poussière, réhydrate légèrement les feuilles par absorption directe, et revitalise l'ensemble de la plante. Laissez-la sécher quelques heures avant de la remettre à sa place habituelle, pour éviter que l'humidité stagne au niveau du sol et n'encourage les moisissures. Geste 4. Groupez les plantes pour créer un microclimat humide. La plupart des plantes d'intérieur proviennent de régions naturellement humides. Les forêts tropicales, les zones équatoriales, les sous-bois denses, ces environnements maintiennent une humidité ambiante bien supérieure à celle que l'on trouve dans nos intérieurs chauffés en hiver. Le chauffage central, en particulier, assèche l'air considérablement. Et cette sécheresse fragilise les plantes, favorise les parasites comme les acariens, et peut même affecter le confort des habitants. Une des solutions les plus naturelles et les moins coûteuses est de regrouper vos plantes. Lorsque plusieurs plantes sont côte à côte, chacune transpire et libère de l'humidité. Cette humidité bénéficie à toutes les plantes voisines. Ensemble, elles créent un microclimat légèrement plus humide, plus proche de leur environnement naturel. Le résultat est visible, des feuilles plus fermes, une croissance plus régulière, moins de bords brûlés ou de pointes sèches. Pour amplifier cet effet, vous pouvez placer les pots sur un plateau rempli de billes d'argile et d'eau. L'eau s'évapore lentement, l'humidité monte autour des plantes. Les pots ne trempent pas dans l'eau, les billes les maintiennent surélevées, donc les racines ne risquent pas de pourrir. Ce dispositif simple, discret, peu encombrant, fonctionne remarquablement bien, particulièrement en hiver ou dans les appartements avec climatisation. Créer des groupes de plantes dans un salon ou une cuisine transforme aussi visuellement l'espace.
Ce qui était une collection disparate d'objets verts devient une composition, un coin vivant, un élément architectural naturel qui donne du caractère à une pièce sans effort de décoration particulier. Pensez aussi à varier les hauteurs dans vos compositions. Une grande plante au sol, une plante de taille moyenne sur une table basse, une plante retombante sur une étagère, ce jeu de niveaux crée une profondeur visuelle agréable et maximise l'utilisation de l'espace vertical. Chaque plante trouve sa place, chacune contribue à l'ambiance générale, et l'ensemble ressemble moins à une collection qu'à un jardin intérieur soigneusement pensé. Cette approche esthétique renforce aussi votre motivation à entretenir vos plantes régulièrement, parce que le résultat visuel en vaut clairement la peine. Geste 5. Rempoter au bon moment pour que la plante continue de croître. Une plante à l'étroit dans son pot ralentit sa croissance, parfois s'arrête complètement. Les racines ont besoin d'espace pour se développer, pour aller chercher les nutriments dans la terre, pour soutenir la structure aérienne de la plante. Quand le pot est trop petit, les racines commencent à sortir par le trou de drainage du fond, cherchant de l'espace au-delà des limites imposées. C'est un signal clair, il est temps de rempoter. Le moment idéal est le printemps, au début de la saison de croissance active. La plante a l'énergie nécessaire pour s'adapter à son nouveau contenant, pour développer de nouvelles racines dans la terre fraîche, pour reprendre une croissance vigoureuse. Rempoter en hiver stresse davantage la plante, qui manque de lumière et de chaleur pour récupérer rapidement. Choisissez un nouveau pot légèrement plus grand que le précédent, environ 2 à 3 cm de diamètre supplémentaire suffisent. Un pot trop grand retient trop d'humidité, ce qui peut provoquer des pourritures racinaires. Utilisez un terreau frais, de qualité, adapté au type de plante. Les plantes grasses ont besoin d'un mélange bien drainant avec du sable ou de la perlite. Les plantes tropicales préfèrent un terreau riche, légèrement acide, qui retient un peu l'humidité sans saturer. Après le rempotage, arrosez modérément et placez la plante dans un endroit lumineux mais sans soleil direct pendant quelques jours. La plante s'adapte, les racines explorent la nouvelle terre, et dans quelques semaines, vous verrez apparaître de nouvelles feuilles, signe que la plante a bien accepté son nouvel espace. Geste 6. Utilisez le lierre pour filtrer les zones peu ventilées. Le lierre est l'une des plantes d'intérieur les plus simples à cultiver et les plus efficaces pour purifier l'air dans les espaces qui manquent de circulation d'air. Les couloirs, les chambres, les pièces sans fenêtre ou avec une seule petite ouverture, ces endroits accumulent les composés volatiles sans que l'air puisse se renouveler facilement. Le lierre, avec ses longues tiges retombantes et son feuillage dense, travaille continuellement, même dans des conditions de lumière modeste. Si cette vidéo vous a déjà apporté une idée utile, pensez à vous abonner. Chaque semaine, je partage des conseils simples et pratiques pour mieux vivre chez vous. Et si vous avez une plante que vous aimez particulièrement, dites-le moi dans les commentaires. Il existe plusieurs variétés de lierre d'intérieur, certaines aux feuilles entièrement vertes, d'autres panachées de crème ou de jaune. Toutes partagent la même facilité d'entretien, un arrosage modéré, une lumière indirecte, et un support ou un espace pour retomber librement. Vous pouvez le laisser cascader depuis une étagère haute, l'entraîner le long d'un mur avec quelques attaches discrètes, ou le placer sur un meuble haut depuis lequel ses tiges descendront naturellement. Le lierre aime l'humidité mais déteste avoir les pieds dans l'eau. Laissez le sol sécher entre les arrosages. En été, une vaporisation légère sur les feuilles quelques fois par semaine est appréciée. En hiver, arrosez moins, mais continuez à vaporiser si l'air intérieur est très sec à cause du chauffage. Ce qui le rend particulièrement précieux dans les espaces fermés, c'est sa surface foliaire totale. Un lierre bien développé, avec ses dizaines de feuilles, multiplie la zone d'échange avec l'air ambiant. Chaque feuille absorbe des composés présents dans l'air, les transforme en nutriments, rejette de l'oxygène. Dans un couloir ou une chambre peu ventilée, c'est exactement le partenaire dont vous avez besoin. Geste 7. Intégrer le poteau dans les pièces de vie pour un entretien minimal. Le poteau est souvent présenté comme la plante parfaite pour ceux qui se considèrent comme incapables d'entretenir quoi que ce soit. Cette réputation est entièrement méritée. Le poteau survit dans des conditions qui feraient dépérir la plupart des autres espèces, faible luminosité, arrosages irréguliers, température variable, oubli prolongé. Et pourtant, il continue de pousser, de produire de nouvelles feuilles, de s'étendre avec une générosité étonnante. Ce qui le rend précieux dans les pièces de vie, c'est précisément cette combinaison de robustesse et d'efficacité.
Dans un salon où l'on passe des heures chaque jour, où les meubles, les revêtements et les objets synthétiques libèrent des composés dans l'air ambiant, le poteau travaille silencieusement, constamment, sans demander grand-chose en retour. Ses larges feuilles en forme de cœur, souvent marbrées de vert et de jaune ou de vert et de blanc, ajoutent une note végétale généreuse à n'importe quel intérieur. Placez-le sur une étagère, laissez-le retomber dans une colonne de feuilles en cascade. Ou installez-le dans un pot suspendu près d'une fenêtre. Il n'a pas besoin de soleil direct, une lumière indirecte lui suffit amplement. Arrosez-le quand le sol est sec. Si vous oubliez une semaine, il pardonnera sans réserve. Si vous l'oubliez 2 semaines en été, les feuilles commenceront à légèrement s'affaisser, un signal clair et facilement corrigé par un bon arrosage. Le poteau pousse rapidement et peut devenir très grand. Taillez-le régulièrement pour qu'il garde une forme agréable. Les boutures que vous prélevez s'enracinent facilement dans un verre d'eau en quelques semaines, vous aurez de nouvelles plantes à offrir ou à installer dans d'autres pièces. Geste 8. Installer une sansevierie dans la chambre à coucher. La sansevierie, que beaucoup appellent encore par son ancien nom, langue de belle-mère, a la particularité remarquable de produire de l'oxygène la nuit. La plupart des plantes réalisent la photosynthèse le jour et consomment de l'oxygène la nuit. La sansevierie fait partie d'un groupe de plantes qui ont développé un mécanisme différent, elles absorbent le dioxyde de carbone pendant les heures sombres et libèrent de l'oxygène en continu. C'est précisément pourquoi elle est considérée comme idéale dans une chambre à coucher, où vous passez plusieurs heures à dormir et à respirer. Au-delà de cette particularité, la sansevierie est d'une robustesse absolue. Elle tolère les oublis d'arrosage sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Elle supporte la faible luminosité, bien qu'elle préfère la lumière indirecte. Elle ne demande pratiquement aucune attention particulière, un arrosage très modéré en été, encore plus réduit en hiver, une fois par mois peut suffire pour certains spécimens dans une pièce fraîche. Ses feuilles dressées, rigides, marbrées de vert foncé et de vert clair avec souvent un liseré jaune sur les bords, ont une présence architecturale que peu de plantes peuvent rivaliser. Elle s'intègre dans un intérieur contemporain comme dans un décor plus classique. Elle ne prend pas beaucoup de place, pousse lentement, reste compacte pendant longtemps. C'est la plante des personnes qui ont peu de temps pour l'entretien mais qui souhaitent réellement améliorer la qualité de l'air de leur chambre. Geste 9. Placez un aloe vera dans la cuisine pour ses propriétés et sa praticité. L'aloe vera est une plante grâce au gel intérieur largement utilisée pour ses propriétés apaisantes. Mais au-delà de cet usage pratique, l'aloe vera est aussi une plante d'intérieur particulièrement bien adaptée à la cuisine. Il aime la lumière, il tolère la chaleur et les variations de température, il n'est pas dérangé par les odeurs de cuisine. Et il est utile de manière très concrète, en cas de légère brûlure lors de la préparation d'un repas, il suffit de casser une feuille et d'appliquer le gel transparent directement sur la zone concernée pour un effet calmant immédiat. Du point de vue de la purification de l'air, l'aloe vera absorbe certains composés libérés par des produits ménagers de nettoyage, qui sont particulièrement présents dans la cuisine où les surfaces sont nettoyées fréquemment. Il contribue à maintenir un air plus propre dans une pièce qui en a particulièrement besoin. L'entretien est minimaliste, arrosage peu fréquent, toutes les 2 à 3 semaines en été, encore moins en hiver. L'aloe vera stocke l'eau dans ses feuilles épaisses et charnues, ce qui lui permet de traverser de longues périodes sans arrosage sans en souffrir. Le surarrosage, en revanche, est son ennemi principal. Un sol qui reste constamment humide provoque une pourriture des racines que la plante ne supporte pas. Assurez-vous que le pot a un bon drainage et que l'eau en excès s'évacue correctement après chaque arrosage. Placez-le sur le rebord de la fenêtre de la cuisine, là où la lumière est maximale. Il y sera heureux, visible, accessible, et réellement utile au quotidien. Une précaution à garder en tête, certaines parties de l'aloe vera sont irritantes pour les animaux de compagnie, notamment les chats et les chiens. Si vous avez des animaux qui ont tendance à grignoter les plantes, placez l'aloe vera en hauteur, hors de leur portée. Le gel interne transparent est sans danger pour les humains en usage externe, mais il ne doit pas être ingéré en grande quantité. Gardez cela à l'esprit si vous avez de jeunes enfants curieux. Dans un foyer sans animaux ni enfants en bas âge, l'aloe vera est en revanche une présence entièrement bénigne et remarquablement pratique. Geste 10. Entretenir régulièrement pour que les plantes restent efficaces. Une plante en mauvaise santé ne purifie pas l'air. Elle lutte pour survivre, elle consomme ses réserves,
elle n'a plus la capacité de réaliser pleinement son travail d'échange gazeux. L'efficacité de vos plantes comme purificateurs naturels d'air est directement liée à leur état de santé général. Et cet état de santé dépend entièrement de la régularité et de la qualité de votre entretien. Entretenir régulièrement ne signifie pas passer des heures chaque semaine. Cela signifie observer, remarquer, intervenir rapidement quand quelque chose change. Une feuille qui jaunit, retirez-la proprement à sa base, ne la laissez pas pourrir sur la tige. Un sol qui semble très compacté, aérez-le légèrement avec un bâtonnet pour permettre à l'eau de pénétrer uniformément. Une plante qui penche fortement d'un côté, tournez le pot d'un quart de tour pour que la lumière atteigne toutes les faces également. Nettoyez aussi les pots eux-mêmes. Les dépôts calcaires sur la céramique ou la terre cuite ne nuisent pas directement à la plante, mais ils indiquent que l'eau que vous utilisez est très minéralisée, ce qui peut à terme affecter la composition du sol. Un chiffon légèrement humide et vinaigré suffit pour éliminer ces traces blanches et redonner au pot son aspect propre. Enfin, vérifiez régulièrement le dessous des feuilles. C'est là que se cachent les parasites, les pucerons, les cochenilles, les acariens. Détectés tôt, ils se traitent facilement avec de l'eau savonneuse ou un coton imbibé d'alcool appliqué directement sur les zones concernées. Détectés tard, quand la plante est déjà très affaiblie, le traitement est plus long et moins certain. Adoptez aussi l'habitude de tailler les feuilles et les tiges mortes dès que vous les remarquez. Une plante qui consacre de l'énergie à maintenir des parties mourantes en est d'autant moins disponible pour produire de nouvelles feuilles saines. Couper proprement à la base avec un outil propre, c'est aider la plante à concentrer ses ressources là où elles sont vraiment utiles. Geste 11. Choisir des plantes adaptées à chaque pièce plutôt qu'une seule pour toute la maison. La dernière habitude est peut-être la plus importante dans sa globalité. Pensez votre sélection de plantes en fonction des besoins spécifiques de chaque pièce, plutôt que d'acheter des plantes au hasard et de les placer n'importe où. La chambre bénéficie des plantes qui produisent de l'oxygène la nuit ou qui tolèrent la faible luminosité et maintiennent un air calme et propre. La cuisine, exposée aux vapeurs de cuisson, aux odeurs, aux produits de nettoyage, a besoin de plantes robustes qui supportent la chaleur et les fluctuations de conditions. Le salon, grand espace de vie où l'on passe beaucoup de temps, mérite des plantes à grand feuillage qui travaillent sur une grande surface d'échange. La salle de bain, souvent humide et peu éclairée, convient aux fougères et aux orchidées qui aiment précisément ces conditions. Cette approche par pièce transforme votre sélection de plantes en système cohérent plutôt qu'en collection désordonnée. Chaque plante est à sa place. Chaque pièce bénéficie des qualités spécifiques de l'espèce qui lui convient le mieux. Et l'ensemble de votre maison profite d'une amélioration réelle et continue de la qualité de l'air, de l'humidité ambiante, et de l'atmosphère générale. Il n'est pas nécessaire d'avoir des dizaines de plantes. Quelques espèces bien choisies, bien placées, bien entretenues, font plus de bien qu'une collection pléthorique de plantes fragilisées et négligées. Commencez par une pièce, installez 2 ou 3 plantes adaptées, apprenez leurs besoins spécifiques, développez vos habitudes d'entretien. Puis étendez progressivement à d'autres pièces, à mesure que vous gagnez en confiance et en connaissance. Les plantes ne sont pas un accessoire de décoration. Elles sont des organismes vivants qui interagissent réellement avec leur environnement et avec le vôtre. Traitez-les comme telles, et elles vous rendront ce soin par une présence saine, verte et constante dans chaque pièce de votre maison. Cette relation avec le vivant, aussi modeste soit-elle dans le cadre domestique, apporte quelque chose que les objets ne peuvent pas apporter, un rappel quotidien que la nature a sa place chez vous, et que vous avez choisi de lui en faire une. Avant de partir, je voudrais vous dire quelque chose d'important. Les gestes dont nous avons parlé aujourd'hui ne demandent pas beaucoup de temps. Ils ne demandent pas de compétences particulières. Ils demandent simplement de l'observation, un peu de régularité, et la volonté de traiter votre maison comme un espace qui mérite d'être bien vivant. Choisir une plante pour sa fenêtre de chambre, essuyer les feuilles de son ficus une fois par mois, regrouper ces plantes près du radiateur en hiver, rempoter au printemps, chacun de ces gestes est petit pris séparément. Ensemble, ils construisent un intérieur dans lequel l'air est plus pur, l'atmosphère plus douce, et la vie quotidienne légèrement meilleure. Commencez par un seul geste cette semaine. Installez une plante dans la pièce où vous passez le plus de temps. Observez ce qu'elle change. Et revenez me dire comment ça se passe dans les commentaires. Je lis tout ce que vous écrivez, et ça me fait vraiment plaisir d'entendre vos expériences.